Dans ce monde chaotique, les zones grises sont apparues il y a 10 ans. Ce phénomène se produit de façon aléatoire à travers le monde. Les zones grises abritent d'innombrables monstres qui mènent une offensive unilatérale contre l'humanité. Ce n'est rien de moins qu'un véritable massacre. Même les armes les plus puissantes et sophistiquées dont l'humanité était si fière ont totalement perdu leur efficacité. Ceux qui restent trop longtemps dans les donjons des zones grises se transforment peu à peu en pierre et finissent par mourir. De plus, si on ne les élimine pas rapidement, les zones grises continueront de s'étendre jusqu'à engloutir le monde entier. C'est à ce moment-là que les élus, connus sous le nom de professionnels, sont apparus. Parmi eux, on trouve des archers, des épéistes et des mages. Ils possèdent tous une puissance qui dépasse de loin celle du commun des mortels. Seuls les professionnels peuvent vaincre les monstres à l'intérieur des zones grises. Ces personnes deviennent plus fortes en explorant des donjons pour repousser les invasions. Aujourd'hui, la ville est plongée dans le chaos. 3 professionnels se battent de toute leur force car s'ils ne tuent pas le loup gris rapidement, la zone s'étendra. Le guerrier en première ligne est frappé par un puissant laser, et les 2 autres profitent de cette ouverture pour combiner leurs pouvoirs et toucher le monstre de plein fouet. Ils sont soulagés d'avoir enfin réussi à abattre un loup de niveau 2, et ravis de s'être servis du guerrier comme appât. Les 2 commencent à s'éloigner en se demandant si l'homme est mort. Bien qu'il s'en fiche car ce n'est que de la chair à canon, le guerrier, sur le point de s'évanouir, ressent une douleur intense avant de reprendre connaissance sans comprendre ce qui lui arrive. Il se lève et trouve tout très étrange, il avait travaillé tard et n'a aucune idée de comment il a pu s'endormir pour se réveiller dans cet endroit. Ce n'est qu'à ce moment-là que le protagoniste regarde une flaque d'eau au sol et réalise que le visage et le corps qui s'y reflètent ne sont pas les siens. Soudain, un violent mal de tête le frappe, et des dizaines de souvenirs qui ne lui appartiennent pas affluent dans son esprit, avec des informations sur les monstres, les zones grises, et tout le reste. Il comprend enfin qu'il a transmigré dans un autre monde et qu'il est devenu un professionnel, mais sa déception est immense car il a atterri dans un corps qui vient d'être utilisé comme chair à canon dans son tout premier donjon. Il se dit que ceux qui transmigrent obtiennent généralement des capacités spéciales, mais qu'il a eu la malchance de devenir de la chair à canon spécialisée dans le combat au corps à corps. À cet instant, quelque chose attire son attention. Un système apparaît et le félicite d'avoir activé le système de récompense à sélection libre. Il peut désormais choisir librement n'importe quelle récompense obtenue dans un donjon. Il réfléchit à ce que cela implique et en conclut que les récompenses sont normalement distribuées au hasard, et qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel système auparavant. Après avoir un peu mieux compris, il se réjouit car cela signifie qu'il a 100% de chance d'obtenir les meilleurs objets. De cette façon, il deviendra plus fort que n'importe qui, et sa situation s'est au moins un peu améliorée. Il décide de faire un test puisqu'il vient de terminer un donjon, et choisit une arme de rang rare avec un taux de butin de 0,01 ainsi qu'une belle armure. Une notification le félicite d'avoir obtenu la lame tueuse de loup et l'armure en cuir de loup. La lame est de rang rare et possède un effet de pénétration. En attaquant un loup de niveau 5 ou inférieur, elle a 80% de chance d'activer une exécution instantanée. L'armure est de rang excellent et augmente l'attribut d'armure de 10 points. Il est ravi de ce qu'il vient d'obtenir car il a réussi à acquérir ce que beaucoup n'obtiendraient pas même après 100 tentatives. Par conséquent, il pourra toujours obtenir le meilleur équipement au fil de ses missions. Giffin quitte le donjon en pensant à la dangerosité de ce monde, et au fait que pour survivre, il doit continuer à se battre en tant que professionnel. Il pourra s'appuyer sur le système de récompense pour devenir encore plus fort. Il remarque un arrêt de bus et réalise que même si ce monde est rempli de monstres et de brouillard gris, il n'est pas si différent de son monde d'origine. Après être monté dans le bus, il se perd dans ses pensées, car il veut d'abord rentrer chez lui et recueillir des informations sur ce monde avant de faire le moindre plan. Alors que le bus suit son itinéraire, le brouillard gris se rapproche, et le chauffeur crie à tout le monde de faire attention car ils sont entrés dans une zone de brouillard. La panique s'empare des passagers car cela signifie qu'ils vont se faire dévorer par des monstres, et ils n'arrivent pas à croire à leur manque de chance. Le protagoniste comprend que des gens ordinaires n'ont aucune chance de survivre seuls, alors il leur crie de garder leur calme et de rester assis. Le brouillard s'épaissit autour du bus jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose, et le véhicule est fendu en deux par un laser comme si de rien n'était. Désormais privé de transport, les gens hurlent que tout est fini, car seul un professionnel peut combattre les monstres. Pour couronner le tout, les professionnels sont rares, et il est impossible que l'un d'eux apparaisse. Giffin demande à nouveau à tout le monde de se calmer et explique qu'il est un professionnel capable de combattre les monstres. Le chauffeur est fou de joie en entendant cela et s'en réjouit, car ils sont proches de la 2e division du département, il suffit donc d'attendre l'arrivée de l'équipe. Il demande ensuite à Giffin de quel niveau est sa profession. Giffin lui répond qu'il est actuellement un guerrier de niveau 1. L'homme est immédiatement déçu et lui fait remarquer que la classe de guerrier est déjà inutile en soi, et que n'être que niveau 1 ne fait qu'empirer les choses. Le désespoir gagne tout le monde car le monstre qui a surgi est de niveau 2, alors qu'un guerrier de niveau 1 n'est qu'à peine plus fort qu'une personne ordinaire. Le protagoniste s'attendait à cette réaction, car les guerriers se trouvent tout en bas de la pyramide sociale de ce monde. Il passe en mode combat et s'équipe des objets qu'il a obtenus. Face à lui se dresse un rhinocéros de niveau 2. Il dégaine sa nouvelle épée car, même s'il est de niveau 1, il possède un équipement bien supérieur à tout ce qui existe à ce niveau. Il fonce alors en avant, car sa force équivaut à celle d'un professionnel de niveau 3.
Sa première attaque percute la peau coriace du monstre. Il bondit alors dans les airs et crie qu'il a peut-être la classe la plus commune de toutes. Mais grâce à son système de récompense et à ses propres efforts, il pourra devenir bien plus fort. Le rhinocéros ouvre son énorme gueule, mais le protagoniste lance une attaque si puissante qu'il découpe le monstre comme si de rien n'était. Les gens sont remplis d'espoir après avoir vu un monstre de niveau 2 être tué en une seule attaque. Bien que le protagoniste soit satisfait de sa victoire, il trouve dommage qu'aucun équipement ne soit tombé cette fois-ci. Puisque son travail est terminé, il dit simplement au revoir et s'en va à pied. Quelques minutes plus tard, des professionnels bouclent la zone. Après avoir analysé la situation, l'experte commente que même si le monstre était de niveau 2, l'abattre d'un seul coup signifie que le jeune homme est très talentueux et mérite d'être recruté. Dans cette optique, elle demande quel professionnel a vaincu le monstre car elle souhaite lui parler. Le chauffeur lui répond que le garçon est déjà parti et qu'il était un guerrier de niveau 1. Elle trouve absurde qu'un guerrier puisse vaincre un monstre de niveau supérieur, à moins de posséder un objet secret capable d'augmenter son niveau. Ailleurs, le protagoniste arrive chez lui et remarque que l'endroit est couvert de graffitis lui ordonnant de payer ses dettes. Deux hommes apparaissent et lui disent qu'il est enfin de retour, avouant qu'il pensait même qu'il s'était enfui pour ne pas rembourser ce qu'il devait. Le protagoniste devine déjà qui ils sont car, d'après ses souvenirs, l'ancien propriétaire de ce corps avait accumulé une énorme dette. Il voulait utiliser cet argent pour acheter une profession décente, mais il a échoué. L'ancien propriétaire du corps a dépensé l'argent, mais maintenant, c'est le protagoniste qui va devoir rembourser cette dette. Jiffin répond que selon le contrat, il reste encore 3 jours avant la date limite. Cependant, l'homme l'attrape par le col et lui dit d'oublier ces 3 jours, car il est certain qu'il ne pourrait pas payer même en 30 jours vu que la dette s'élève à 5 millions. De toute façon, il s'en va en précisant clairement qu'il reviendra dans 3 jours avec plus de monde pour recouvrer la dette. Et si Jiffin ne paie pas, il saisira sa maison. Le protagoniste n'a aucune idée d'où il va tirer 5 millions en 3 jours. À l'intérieur de la maison, son téléphone est inondé de notifications. Une personne offre 500 000 pour une arme d'archer, tandis qu'une autre demande de l'aide pour une mission en précisant que le salaire est très négociable. Ces messages lui font réaliser que les récompenses de donjons peuvent être revendues, il va donc utiliser le système de récompense pour obtenir des armes rares et gagner assez d'argent pour rembourser sa dette. Il se sent désormais plus confiant car il ne peut pas laisser une simple petite dette l'empêcher de devenir plus fort. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire de ce corps, ce monde ne compte pas seulement des donjons de zone grise, mais aussi des donjons normaux où les professionnels peuvent accroître leur puissance. Il décide de commencer par entrer dans un donjon normal pour monter de niveau et, en prime, obtenir de nouveaux équipements. Il remarque que certaines personnes vendent des équipements pour environ 500 000 unités. Et d'après ce qu'il peut voir, un donjon de niveau 1 ne peut lâcher au mieux que de l'équipement de rang rare, tandis que l'arme à longue distance la plus chère coûte environ 600 000. Son inquiétude grandit lorsqu'il apprend qu'il ne peut entrer que dans un seul donjon par jour, et que 3 jours ne suffiront pas à réunir 5 millions. D'un autre côté, il ne voit aucune raison de s'énerver car un bon équipement choisi parmi ses propres récompenses lui donnera assez de force pour terrasser instantanément n'importe quel monstre de niveau 2. Par conséquent, défier un donjon de niveau 3 ou plus n'a rien d'impossible. Il range son téléphone et s'allonge un moment, bien décidé à défier un donjon de niveau supérieur le lendemain pour pouvoir vite rembourser sa dette. Le lendemain, il sort pour vérifier la situation de ces donjons. Dans la zone centrale de la colonie humaine, plusieurs professionnels dissipent la brume grise, c'est donc une région relativement sûre. Cela signifie aussi que plus un donjon est éloigné du centre-ville, plus il devient dangereux. Cependant, les récompenses seront également bien plus généreuses. Zifan remarque l'entrée du donjon de la grotte de El Ours solitaire de niveau 2, et certains professionnels le reconnaissent car c'est la chair à canon qui aurait dû mourir la veille. Ils lui disent qu'ils ont besoin d'un tank pour terminer ce nouveau donjon. Le protagoniste répond que ça ne l'intéresse pas car il veut tenter sa chance dans un donjon de niveau 3. Au fond, il sait qu'il ne peut pas refaire la même erreur en s'associant avec des ordures prêtes à le sacrifier. Le gars se met à rire et lui dit que s'il était chanceux, il n'aurait pas hérité de la classe de guerrier. C'est pour cela qu'il suggère à Jiffon de trouver un restaurant où il pourrait faire la planche. Sinon, il ne survivra pas. La fille se moque également de lui car le MC a failli mourir dans un donjon de niveau 1 et pense maintenant à défier un donjon de niveau 3. Il admet que la vie de l'ancien propriétaire de ce corps était vraiment misérable à cause de sa malchance. Mais maintenant, avec le système de récompense, la chance sera toujours de son côté. Le gars le provoque à nouveau, croyant qu'il a une grosse dette et qu'il risque donc tout dans un donjon de haut niveau. Le MC est de plus en plus irrité et répond que, comparé à l'argent qu'il doit, la vie que ce type lui doit sera bien plus difficile à rembourser. Il se taise, se demandant ce qu'il a voulu dire par là. Et en regardant le MC s'éloigner, il commence à se demander s'il sait d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé la veille, quand ils l'ont délibérément poussé à épuiser le boss jusqu'à frôler la mort. Quoi qu'il en soit, Jiffon se dirige vers un autre donjon de niveau 3. Le système détecte immédiatement qu'il tente de défier un donjon d'un niveau supérieur au sien et lui demande s'il souhaite vraiment y entrer. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix et franchit le portail sans hésiter. Une fois à l'intérieur, une notification l'informe que l'objectif est d'éliminer tous les bandits qui attaquent le village de Kingping. Plusieurs de ces bandits l'observent déjà.
Jifan s'étire un peu et trouve cela amusant car ce donjon est différent de celui qu'il a vu dans le monde réel. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, ces donjons possèdent leurs propres univers et les histoires qui y correspondent. Tant que les professionnels accomplissent les tâches selon les instructions de l'intrigue, ils peuvent terminer le donjon et recevoir des récompenses. À ce moment-là, d'autres personnes entrent dans le donjon, disant que puisqu'il est de niveau 3, ils pensent que personne ici n'est un débutant. L'un d'eux demande à tout le monde de montrer ses informations et son niveau. Les 4 autres se présentent comme des professionnels de niveau 3, 2 tireurs d'élite, une guérisseuse et un assassin. Jifan se rend compte que bien qu'il ait été regroupé au hasard, l'équipe est bien équilibrée, et qu'il y remplit le rôle de guerrier. Les professionnels n'arrivent pas à croire qu'ils voient une personne de niveau 1 et lui demandent s'il cherche à mourir si jeune. La fille est la plus en colère, car elle se fiche que quelqu'un veuille se suicider, mais elle refuse qu'il entraîne le reste de l'équipe dans sa chute, d'autant plus que le seul tank du groupe est un inutile niveau 1. Le MC explique que même si son niveau est bas, il compense avec un équipement décent. Yukihashi est surpris et lui demande s'il est un riche héritier, car cet ensemble d'équipements vaut des centaines de milliers et lui donne les qualifications requises pour entrer dans un donjon de niveau 3. Jifan trouve cela amusant car s'il était vraiment un héritier, il ne risquerait jamais sa vie dans un donjon ayant 2 niveaux de plus que le sien. Le chef d'équipe explique comment les choses vont se dérouler, à commencer par l'assassin qui va partir en repérage. Pendant la bataille, le tank devra attirer les tirs ennemis sur lui. Il rassure ensuite le MC en disant que la guérisseuse se concentrera sur lui. Jifan enlève la main de l'homme de son épaule et précise que bien qu'il soit un guerrier, il n'aime pas se jeter au milieu d'une foule d'ennemis. Il dit cela parce qu'il sait que tout cela est une vaste blague. Puisque l'ancien propriétaire de son corps est mort exactement de cette manière, en servant de chair à canon, il ne répétera pas la même erreur, car on n'a tous qu'une seule vie. Aratani n'apprécie pas cela car c'est clairement le rôle d'un guerrier, et il trouve absurde de s'attendre à ce que les tireurs d'élite prennent la première ligne. Jifan répond que foncer tête baissée sans réfléchir n'est pas de la bravoure, mais plutôt se comporter comme de la chair à canon, et qu'il n'engagera le combat que lorsque ce sera nécessaire. Yukihashi dit que s'il n'est pas prêt à assumer ses responsabilités, alors chacun mènera son propre combat. Et que s'il est blessé, il ne recevra aucun soin de la part de la guérisseuse. Le MC répond que c'est parfait, d'autant plus qu'il est bien conscient qu'il n'aurait reçu aucun soin de toute façon. À ce moment-là, quelqu'un apparaît dans le village. C'est un PNJ du village qui les avertit que les bandits sont déjà près de la périphérie du campement. Le compte à rebours commence alors que les bandits se rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils pénètrent enfin dans le village. Le MC s'imagine que gérer des bandits utilisant des armes à courte portée devrait être facile pour des tireurs attaquant à distance, mais il ne croit pas qu'un donjon de niveau 3 sera si simple. En effet, ce n'est pas le cas, car les bandits peuvent à la fois esquiver les tirs et bloquer les balles. Ils trouvent leur vitesse de réaction absurde car elle est comparable à celle des monstres de bas niveau de la zone grise. Les professionnels crient qu'ils vont changer de stratégie, et cette fois, les tirs font mouche car il est impossible d'esquiver autant d'attaques à la fois. Jifan remarque que bien que les réactions des bandits soient rapides, leur défense est plutôt faible. L'un des bandits s'approche furtivement par derrière et attaque la guérisseuse, la prenant au dépourvu. À ce moment-là, Jifan apparaît, bloque l'épée et envoie le bandit valser en arrière. L'homme sent son épée trembler sous l'impact reçu et commence à paniquer jusqu'à ce que Jifan la brise en deux. Le tireur admet être encore plus surpris par la puissance d'un équipement de qualité rare, puisqu'il permet à quelqu'un de niveau 1 de tuer des monstres facilement. Cependant, Jifan est maintenant complètement encerclé, mais il ne se laisse pas intimider car il sait qu'il peut les tuer d'un seul coup. En quelques secondes, une balle lui frôle le visage et le fait sursauter. Même si les cibles étaient 2 bandits qui s'approchaient. Il présume que l'équipe attaque les bandits, mais sous l'angle où il se trouve, il est lui-même à portée de leurs attaques. Yukihashi rit, et ils reprennent leurs tirs incessants sur tous les bandits, tandis que certaines balles sont bloquées par son armure, ce qui réduit les dégâts. Jifan devient furieux car s'il ne portait pas cette excellente armure, il serait déjà mort. Les personnages jetables comme les guerriers ne meurent pas seulement aux mains des monstres, mais aussi sous les coups de leurs propres coéquipiers. Il essaie de bloquer les attaques et exige de savoir ce qu'ils font. Aratani répond que le MC travaille probablement avec les bandits puisqu'ils bloquent leurs attaques. Il perd enfin patience et leur fait clairement comprendre qu'ils vont subir les conséquences pour l'avoir traité comme de la chair à canon. Il commence à marcher vers le groupe, mais à ce moment-là, une explosion retentit dans le village, et un bandit extrêmement puissant apparaît devant eux. La mission du donjon se met à jour, ils doivent maintenant vaincre le boss de la forteresse pour recevoir les récompenses d'achèvement. Ce bandit est ridiculement plus puissant que les autres, et toute l'équipe panique, demandant à tout le monde d'attaquer de manière coordonnée car ils sont complètement foutus. Les balles n'ont aucun effet sur le boss et ne font que le rendre encore plus furieux, ce qui, au passage, attire l'attention de Jifan. Le monstre frappe le sol du pied et bondit vers le groupe, écrasant d'abord complètement Aratani avant d'arracher le bras du chef. Le monstre se tient maintenant devant tout le monde, et le chef n'a tout simplement aucune idée de ce qu'il faut faire contre un être aussi gigantesque. À cause de cela, il s'enfuit comme un fou, criant à l'aide. Et en passant à côté de Jifan, il lui demande de tanker le boss pour qu'il puisse l'aider avec son DPS et obtenir les récompenses. Le MC n'attendait pas moins, puisque les professionnels ne se souviennent de l'utilité d'un guerrier que lorsqu'il y a un profit à en tirer.
Il court vers le borgne en disant qu'il va le sauver. Même après avoir attaqué le géant, il se rend compte qu'une arme de qualité rare ne peut même pas égratigner un boss de donjon, ce qui l'amène à se demander s'il faut une mécanique spéciale pour le vaincre. Le tireur d'élite apparaît et lui demande de l'éloigner. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le boss surgit et abat son poing sur le sol où ils se tenaient tous les deux, laissant Yukihashi encore plus terrifié d'avoir échappé à la mort de si peu. Giffon parvient à esquiver, mais il a maintenant attiré l'attention du boss, qui charge sur lui sans hésitation. Une fois de plus, il esquive et tente de frapper sa tête, attirant constamment l'attention du bandit pour pouvoir maintenant courir vers le tireur, vu que ce dernier est un idiot. En s'approchant, il dit à son petit camarade de ne pas s'enfuir car ils vont se battre ensemble. Une fois de plus, le boss détruit tout sur son passage, envoyant le tireur d'élite voler dans tous les sens. Après que Xiphon s'est amusé un moment, il attire à nouveau l'attention de l'adversaire et fait attaquer le boss là où l'homme se tient. Il répète ce tour plusieurs fois jusqu'à ce que l'homme soit complètement terrorisé par la situation. Dès qu'une ouverture apparaît, le MC porte un coup direct exactement comme il l'avait prévu, et le tireur se plaint parce qu'il a été complètement dupé. Giffon lui fait clairement comprendre que s'il ne ressent jamais la terreur d'affronter le boss de front, il n'apprendra jamais à respecter les sacrifices que les guerriers font pour l'équipe. Il court ensuite vers le reste du groupe dont les membres lui crient de ne pas s'approcher davantage. La fille active également un parchemin rare qui emprisonne les cibles de niveau 3 ou moins dans une cage de 3 mètres de diamètre pendant 10 secondes. Cependant, la cage capture le chef en même temps que le boss, et il hurle désespérément pour qu'on le laisse sortir. Malheureusement, c'est impossible. Il ne voit plus aucun moyen de survivre face à ce monstre colossal, et se fait tuer sur le coup. Le MC regarde la scène, il voulait seulement donner une leçon à ces gens et ne s'attendait pas à ce qu'ils soient assez cruels pour trahir leurs propres compagnons. De toute façon, la priorité est de s'occuper du boss, et Nagasawa hurle, voulant savoir s'il a vraiment l'intention d'affronter le bandit. Car même s'ils unissent leurs forces, vaincre ce donjon est impossible. Il s'en moque car il a déjà découvert une méthode possible, et il ne saura si elle fonctionne que s'il essaie. Il est toujours sous la surveillance du monstre, et la cage a une durée de 5 secondes. Il se dit qu'un boss de niveau 3 est effectivement très puissant, et que même après avoir été touché par des attaques de niveau 3, il est resté pratiquement indemne. De plus, le donjon a déjà été exploré par des membres de l'administration des zones grises, ce qui signifie que ce n'est pas un donjon de niveau 3 impossible à terminer. Il envisage alors la seule possibilité. Le temps s'écoule enfin et la cage disparaît. Giffon se dirige vers le boss, et une explosion retentit dans le village. La poussière commence à retomber, et le MC apparaît, son épée transperçant le bandit. Il retire l'épée et est félicité pour avoir vaincu le boss des brigands. Le monstre commence à disparaître, et il gagne 20 points d'expérience pour passer au niveau 2. Il trouve ça génial car il a gagné son pari. Et comme prévu, le boss possédait une mécanique spéciale de réduction des dégâts, ce qui rendait nécessaire de trouver son point faible pour le vaincre d'un seul coup. Le système le félicite également pour avoir nettoyé la forteresse de niveau 3, et il va maintenant recevoir les récompenses. Il devient tout excité car la meilleure partie est arrivée. À ce moment-là, la fille s'approche et dit qu'il n'aurait pas pu vaincre le boss sans son aide, alors elle veut aussi une part des récompenses. L'assassin dit la même chose, affirmant que tout le monde a aidé pendant la bataille. Giffon fait comprendre qu'il a déjà été très généreux en ne leur tenant pas rigueur des balles qu'il a reçues, et maintenant ils veulent encore lui extorquer l'équipement qu'il a obtenu par lui-même. Takamura leur dit de laisser tomber puisqu'il n'aurait pas pu vaincre le monstre de toute façon et annonce qu'il s'en va, mais le MC les prévient qu'il n'a jamais dit qu'il était autorisé à partir. Les deux paniquent et demandent ce qu'il veut, d'autant plus que l'administration de la brume grise interdit aux professionnels de s'entretuer sans raison. Il répond qu'ils auraient tous dû être tués par le boss et qu'ils devraient donc être reconnaissants. Tous deux le remercient en transpirant à grosses gouttes de peur, et ils disparaissent immédiatement du donjon. Il retourne voir quelle récompense il va recevoir et est autorisé à choisir jusqu'à 3 objets. Ça lui plaît bien car, apparemment, comme il s'agit d'un donjon de haut niveau, il recevra une récompense supplémentaire. Les options d'objets sont 2 compétences de classe B et une de classe A, une de classe S, 3 de classe SS, et enfin, 3 autres compétences comprenant une de classe S et 2 de classe A. Il trouve le nombre de livres de compétences de haut niveau incroyable, surtout avec leur taux de drop extrêmement faible, et conclut que son système de récompense est vraiment divin. Son premier choix est la compétence de rang SS, Radiance somnolente. Elle lui permet de s'entraîner au maniement de l'épée ou aux arts de la lame en dormant. Sa puissance d'attaque augmente également de 10% par niveau. Et si sa profession est guerrier, cet effet est triplé. Son deuxième choix est la compétence mouvement rapide. Il se déplace comme le vent après avoir maîtrisé cette compétence. Sa vitesse augmente de 10% par niveau. Et si sa profession est assassin, cet effet est triplé. Il est conscient qu'il recevrait le bonus maximum s'il était assassin. Mais même ainsi, les guerriers peuvent aussi faire un très bon usage de cette compétence. Après tout, être pourchassé par le boss était bien plus dangereux, et avoir une plus grande vitesse serait excellent. Enfin, il prend également la compétence de butin rapide destinée à la classe à distance puisqu'il peut la vendre et couvrir au moins 1 million de sa dette. Il trouve ce système de récompense incroyable car en plus de rembourser sa dette, il lui ouvrira d'autres possibilités dans le monde réel,
et il se jure de s'approprier tous les innombrables trésors cachés dans les donjons. Il y voit un niveau de puissance exceptionnel, ce qui signifie qu'il y a aussi une possibilité de changer le monde. Puisque son objectif principal est de rembourser ses dettes le plus rapidement possible, il décide de vérifier les derniers prix des transactions. Il commence par fixer un prix de départ bas et estime que cela pourrait se vendre pour plus de 1 million. Cependant, à peine l'a-t-il mis en vente qu'il reçoit déjà une offre, ce qui lui fait réaliser que les livres de compétences à longue distance de classe S sont vraiment très recherchés. L'offre initiale est de 1 200 000, et il planifie immédiatement une rencontre pour le lendemain. En partant, il décide qu'il testera les effets de la compétence de culture onirique cette nuit-là. De retour à son appartement, il s'endort, et à ce moment-là, la compétence fait effet, le faisant se réveiller ailleurs, bien qu'il ne puisse rien voir. Cependant, les sensations physiques sont exactement les mêmes que dans le monde réel, et comme il n'y a rien autour de lui, ses 5 sens deviennent encore plus aiguisés. À ce moment-là, quelque chose s'approche, et il est surpris de réaliser que son adversaire n'est autre que lui-même. Son clone lance une attaque, et ils bloquent tous les deux avec leurs épées. Il contre-attaque et trouve le réalisme fascinant jusqu'à ce qu'il parvienne à couper son adversaire en deux. Maintenant, il comprend que devenir plus fort implique de se surpasser lui-même. Une fois de plus, un autre clone apparaît, et d'autres commencent à émerger sans s'arrêter. Il leur dit de tous attaquer en même temps car il va les éliminer un par un. Pendant ce temps, au quartier général de gestion des opérations de la zone grise de la ville H, ils analysent les emplacements des incidents récents, et le directeur adjoint explique que les élites du département de gestion ont été envoyées pour dissiper la brume grise. Quoi qu'il en soit, il demande aux vétérans s'ils ont des contre-mesures en cas d'épidémie. Rose répond qu'ils ont fait une découverte majeure car quelqu'un a récemment réussi à empêcher un incident soudain dans la zone grise. Il n'est pas rare que des professionnels non affiliés aident occasionnellement le département à résoudre des incidents de ce genre. Le directeur adjoint demande donc ce qui est si surprenant là-dedans. Elle explique que cette fois c'est différent car ils ont capturé un pyromane et, grâce à l'interrogatoire, ont découvert que le chef de l'œil de la faim, le prophète, n'avait pas prévu cette personne dans son oracle. En d'autres termes, c'est la première fois qu'il trouve une faille dans les prophéties du prophète. Liu Shin se demande si cette personne pourrait être la clé pour briser la précognition du prophète et demande s'ils peuvent le retrouver. Elle explique qu'elle a pris des mesures pour fouiller les zones résidentielles le long de l'itinéraire emprunté par le bus, et tout le monde espère qu'ils le trouveront bientôt. Le lendemain, Jiffon se réveille et, une fois dehors, repense à quel point il est épuisant de combattre des centaines de versions de lui-même tout au long de la nuit, même en cultivant dans ses rêves. Il se demande également si l'entraînement a été efficace. Lorsqu'il vérifie ses compétences maîtrisées, il réalise que sa technique d'épée basique est au niveau 3, tandis que les deux autres compétences obtenues dans le donjon sont au niveau 1. Il trouve incroyable qu'en une seule nuit, sa technique d'épée soit passée du niveau 2 au niveau 3. Et même s'il sait que cela implique une plus grande consommation d'énergie, au moins il peut continuer à monter en niveau simplement en dormant. Quelque temps plus tard, il arrive au point de rendez-vous et se demande si l'homme costaud est celui qui veut acheter la compétence. L'homme se lève et lui demande s'il est le vendeur du livre de compétences. Le MC sort le livre de son inventaire, mais demande d'abord le paiement. L'homme effectue le transfert et admet qu'il est surpris qu'un guerrier de niveau 2 ait pu obtenir un livre de compétences de classe S, qualifiant cela de chance inouïe. Le transfert affiche 800 000, et le MC demande ce que cela signifie puisqu'il s'était mis d'accord sur 1 200 000. Sorti de nulle part, l'homme dégaine son pistolet et se met à rire, disant qu'il ne voit aucune raison pour laquelle un simple guerrier devrait pouvoir vendre le livre à un prix aussi élevé, et lui ordonne de le lui remettre avant de se faire tirer dessus. Dans la seconde qui suit, une explosion retentit dans la ruelle, et le MC, agrippant le fou par le cou, lui fait clairement comprendre qu'il n'aime pas être qualifié de simple guerrier et lui demande s'il croit que, bien qu'étant de niveau 2, il peut vaincre un niveau 4 sans aucune difficulté. L'homme essaie de répondre qu'il ne méprisera plus jamais les guerriers. Jiffon le relâche et le prévient qu'il ne veut pas causer des nuits en attirant les autorités, alors il ordonne à l'homme de transférer le reste de l'argent immédiatement. Une fois que tout est réglé, il reçoit 1 400 000, y compris 200 000 supplémentaires en compensation pour tous les ennuis qu'il a subis. Puisqu'il est un homme de principe, il remet le livre de compétences et rend l'arme au fou. L'homme le remercie sincèrement car grâce à ce livre, il pourra défier le donjon du cataclysme avec une équipe de 12 personnes. Jiffin ne sait pas de quoi il s'agit. Bien qu'à en juger par le nom, cela semble très rentable. Et après avoir rangé son nouveau livre, l'homme explique que c'est un donjon extrêmement populaire sur les forums professionnels. Ce donjon est le plus difficile pour les nouveaux professionnels en dessous du niveau 5. Les joueurs doivent survivre pendant 3 jours dans un environnement post-apocalyptique infesté de zombies. En raison de son taux de mortalité élevé, les professionnels l'appellent l'enfer des débutants. Le MC trouve cela intéressant et demande où se trouve l'entrée du donjon, puisqu'un risque élevé doit également signifier une grande récompense. L'homme lui explique où il peut entrer mais lui demande s'il a vraiment l'intention de tenter sa chance bien qu'il ne soit que de niveau 2, puisque le donjon est de niveau 5 et a un taux de survie inférieur à 1%. Il sourit et dit qu'il ne le saura que s'il essaie. Au fond de lui, il devient encore plus excité car si le risque est aussi élevé, alors les récompenses doivent être ultra rares. Quelque temps plus tard, il arrive au donjon,
et les professionnels le méprisent immédiatement parce qu'il est un guerrier venu pour participer. L'objectif pour terminer ce donjon est de survivre pendant 3 jours dans une ville subissant une catastrophe zombie. Le système détecte également qu'un professionnel défie un donjon bien au-dessus de son niveau et lui demande de bien réfléchir s'il souhaite vraiment y entrer. Le MC demande si tout le monde est prêt car lui-même meurt d'envie d'y entrer. Il entre dans le donjon, et le système l'informe qu'il a été séparé de l'équipe et doit retrouver tout le monde pour empêcher l'attaque des zombies. Le système l'équipe d'une armure de grade excellent, et il choisit de cacher son apparence. Il est conscient que même s'il n'est que de niveau 2, ses attributs et son équipement sont bien supérieurs à ceux des autres, sans aucun coéquipier autour pour le gêner. Il pense également qu'il n'a pas nécessairement besoin de suivre les instructions du système à la lettre puisque son objectif principal est toujours d'obtenir des récompenses, d'améliorer sa force et de rembourser ses dettes. Il aperçoit un magasin et se dit qu'il serait sage de faire des provisions par précaution. Une fois à l'intérieur, il trouve des nouilles, des boissons énergétiques et des bandages hémostatiques. À ce moment-là, De-Jong fracasse la vitre et surprend Jifan car tout se passe de nulle part. L'homme fuit une horde de zombies, et quand le tireur le voit, il crie qu'il est en sécurité maintenant. Le MC s'équipe de son épée et achève les monstres à proximité. Il dit alors à De-Jong d'être prudent car les ennuis le trouveront toujours et lui ordonne de fournir une couverture puisqu'il a une arme puissante pour cela. Ensuite, en utilisant son maniement avancé de l'épée, il commence à trancher les zombies un par un avec une maîtrise absurde. Il réfléchit au fait que tous les zombies qui ont envahi ont déjà été tués, mais d'autres continuent d'apparaître à chaque instant. Il se demande si les zombies sont attirés par les corps de leurs compagnons morts. Il remarque également un son irritant, et lorsqu'il regarde sur le côté, il voit un zombie différent des autres, émettant ce bruit de son corps. Jifon sait qu'il s'agit d'un zombie anormal qui attire probablement les autres avec ce son. Même s'il peut tous les tuer avec facilité, il pourrait utiliser son contrôle du vent pour accélérer sa fuite, mais les hordes ont bloqué la seule issue, et il doit d'abord s'occuper du zombie haut-parleur. À cause de cela, il dit au tireur de l'aider à retenir ses fauteurs de troublés, puisqu'il n'attaquera plus, d'attirer leur attention à la place. De-Jong dit que c'est impossible parce qu'il n'est qu'un tireur et ne peut pas faire une telle chose. Le MC lui dit d'au moins essayer car il ne le saura jamais s'il ne le fait pas, et lui demande seulement 5 secondes. Le tireur accepte, et le MC avec un point disponible augmente son agilité. Il a maintenant 11 points en force, 11 en agilité et 10 en endurance. Avec sa vitesse absurde, il se déplace à travers le magasin pendant que le tireur arrose de balles chaque zombie bloquant le passage. Jifon continue de se déplacer au plafond jusqu'à ce qu'il atteigne le zombie haut-parleur et le mette en pièces. Il est ravi que cela ait fonctionné, mais curieusement, les zombies sont complètement changés de comportement. Depuis qu'il a éliminé le commandant, chaque zombie dans un rayon de 15 mètres entre dans un état de fureur, et leur vitesse d'attaque ainsi que leur défense augmente de 10 points. Le MC s'inquiète lorsqu'il réalise que le zombie au porte-voix n'était en fait rien de plus qu'un appât, car maintenant les zombies s'attaquent comme des fous. Il assène un coup d'épée et se rend compte que leur défense a nettement augmenté, et qu'à ce rythme, il ne pourra pas tous les affronter. D'un autre côté, aucun nouveau zombie n'apparaît, il pourrait donc tout simplement s'enfuir. Il est sur le point de le faire lorsqu'il entend un bruit et remarque que le tireur est toujours coincé, essayant de remplir sa part du marché. Le MC se retrouve figé et se dit que dans ce monde, la loi du plus fort prévaut, et qu'il n'a pas besoin de se mettre en danger pour un inconnu. De-Jong, se défendant comme il le peut, crie que le MC est sans aucun doute le professionnel le plus fort qu'il ait jamais vu et qu'il croit en son potentiel. Cependant, la pression qui pèse sur lui ne cesse d'augmenter. Le MC observe attentivement la situation délicate dans laquelle il s'estfourrait et déclare que puisqu'il détient le titre du plus fort, il ne peut pas reculer. Il prend alors une profonde inspiration et, en un clin d'œil, tranche ses zombies en deux. De-Jong est heureux de s'en être sorti, mais le MC l'attrape par la chemise, refusant toute formalité, et le jette vers la sortie, faisant pleurer l'homme qui ne comprend pas pourquoi il a été lancé comme une balle de baseball. Jifon se plaint que cet homme est trop lourd et qu'il a gaspillé de l'énergie pour le lancer. Mais au moins, il peut maintenant utiliser sa technique de contrôle du vent et bondir par-dessus les zombies sans même qu'ils ne le remarquent. Il quitte enfin le magasin, et le MC leur dit d'amener un autre défi, car celui-ci était trop facile. Il continue de marcher, et De-Jong admet qu'il savait que le donjon était à haut risque, mais qu'il n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi terrifiant. Soudain, quelqu'un apparaît en hurlant, et un monstre géant surgit à sa poursuite, finissant par l'écraser au sol d'un seul coup de poing. Jifon ne comprend pas de quel genre de monstre il s'agit, et étrangement, le mutant passe juste à côté d'eux à une vitesse folle avant de disparaître. Il réalise qu'il n'était pas sa cible, mais cela soulève une inquiétude car ils l'ont échappé belle. D'autres professionnels apparaissent, et un tireur se présente, affirmant qu'ils ont eu beaucoup de chance. Il explique ensuite que les zombies ordinaires de cette zone sont plus nombreux qu'ailleurs, mais que le véritable danger est le mutant qui vient d'apparaître. Le MC demande pourquoi la créature ne les a pas attaqués. Il répond que le roi des zombies chasse une fois au lever du soleil et une fois au coucher. Si quelqu'un se cache dans une pièce isolée sans aucune personne infectée durant ces deux moments, il peut généralement éviter l'infection. Cependant, si le roi ne marque pas assez de personnes ce jour-là, il peut toujours attaquer à d'autres moments. En bref, il y a 2 morts inévitables par jour.
Ils se rendent dans une planque où certains objets peuvent être achetés en échange de points, mais tout y est en stock limité. Ils trouvent étrange que l'eau soit l'objet le plus cher et se demandent si l'eau potable est la ressource la plus rare du donjon. Un homme lui dit de ne pas toucher au robinet et ajoute que s'il veut de l'eau, il doit se rendre aux autres étages car l'eau des chambres est souillée. Giffin dit qu'il comprend et demande ce que l'homme regarde, mais remarque qu'il met du temps à réagir. C'est alors qu'il sursaute en voyant une racine noire apparaître dans le lavabo, et il se souvient que la même chose était apparue sur le cadavre quelques instants plus tôt. Il rejoint les autres, et il y a là un classement par points ainsi qu'une boutique d'échange où les points sont gagnés en éliminant des infectés. Chaque joueur possède un certain nombre de points, et ils discutent des blessures qu'ils ont subies la veille, certains ayant à peine de quoi s'offrir un repas en boîte. Le MC demande s'il peut prendre 10 bouteilles, bien que cela épuiserait la moitié du stock. Mais en tant que guerrier spécialiste du Corax en grave corps, il consomme beaucoup d'eau. Les professionnels lui demandent s'il est devenu fou pour gaspiller autant de points et se moquent même de lui, affirmant que les guerriers sont toujours les premiers à mourir dans ce genre de donjon. De Jong devient furieux face à cette provocation et affirme clairement que Xifen est le guerrier le plus fort qu'il ait jamais vu. Xiao trouve que c'est parfait et annonce que le MC montera la garde cette nuit-là, puisque les guerriers excellents en défense. Xifen demande s'ils ne pourraient pas tous simplement se cacher dans la pièce pour éviter d'avoir à surveiller la porte. L'homme répond qu'ils l'ont déjà essayé. Mais peu importe la lenteur des infectés, s'ils ne sont pas éliminés la nuit, ils continueront de s'agglutiner et finiront par défoncer la porte. Puis, avec un sourire, il ajoute que cela plaise au MC ou non, il devra monter la garde. Cela ne le dérange pas, mais il a bien envie de voir combien d'entre eux survivront à la nuit. Bien plus tard, les zombies commencent à se rassembler, et quiconque s'approche est éliminé. Le tireur apparaît et annonce qu'il va chercher de l'eau. Giffon trouve cela étrange, car il pourrait simplement échanger les points obtenus en tuant des zombies pour en obtenir. Les professionnels éclatent de rire car ils croient toujours que les points suffisent, sans compter que le roi des zombies attaque la personne ayant le plus haut score. De Jong lui dit de ne pas les écouter car ils sont manifestement en train de tendre un piège. L'homme blond rit, disant qu'il ne sert à rien de trop parler car Zifan a déjà accumulé une grande quantité de points. Le MC réfléchit au fait que les zombies ordinaires ne sont pas très forts, mais que personne n'est prêt à gaspiller des points, et que tout le travail de nettoyage a été repoussé sur lui. De toute évidence, il cherche un bouc émissaire. Fort de ce constat, il les avertit que s'il essaie de l'utiliser comme appât, il y aura de graves conséquences. Et qu'au final, le résultat risque de ne pas être celui escompté par ce type. À mesure que la nuit avance, il fait une sieste, profitant de l'occasion pour améliorer ses compétences tout en dormant. Quelque temps plus tard, un bruit assourdissant réveille tout le monde, et le type panique, voulant savoir ce qu'était ce vacarme. Le chef ne comprend pas pourquoi le roi des cadavres est apparu alors qu'il n'y a personne d'infecté à l'intérieur. C'est alors qu'il réalise que Liu Yuan a été infecté et se trouve parmi eux. Soudain, quelque chose martèle le plafond jusqu'à le détruire, faisant apparaître le boss zombie devant tout le monde. Les professionnels se sentent soulagés, car c'est le MC qui a éliminé la plupart des zombies, il mourra donc sûrement à cet instant précis. Cependant, leur joie est de courte durée, la tête du tireur vole en éclats et est dévorée par le monstre, prouvant qu'au bout du compte, cela n'a rien à voir avec les points. Il en était déjà conscient, car lors de son arrivée, il avait déjà le plus haut score, et le roi des cadavres l'a vu mais n'a pas attaqué, préférant d'abord achever le type derrière lui. D'un autre côté, il réalise que le roi des zombies cible en réalité les personnes qui ont des racines noires à l'intérieur de leur corps. Il arrache la racine et explique que le roi des cadavres n'attaque jamais la personne avec le score le plus élevé, car il cible les individus connectés à la fontaine à eau. Il souligne une fois de plus que le roi des cadavres vise ceux qui ont un lien avec la fontaine à eau. Les professionnels ne le croient pas ou ne comprennent pas comment il a pu deviner ça. Le MC trouve incroyable qu'il n'ait pas compris. Au début, les joueurs ont travaillé d'arrache-pied pour gagner des points juste afin de les échanger contre un peu plus d'eau. Ce n'est que lorsqu'ils n'ont plus eu assez de points qu'ils ont pris le risque de toucher à la fontaine à eau. En fin de compte, ils ne savaient même pas comment ils avaient été choisis comme cible. Le MC n'est pas encore tout à fait certain de ce lien, mais il décide de trancher la racine par mesure de sécurité. Le monstre fonce immédiatement vers l'avant et tente de l'attaquer. Les gens commencent à fuir comme des dératés, car le roi des cadavres est devenu fou furieux. Le MC déclare qu'il va l'éloigner et que tout le monde doit rester à l'écart de la fontaine à eau. Le boss surgit à nouveau, et Giffon se dit qu'il a bien fait d'attirer le monstre dans un couloir étroit, car malgré sa puissance, le terrain va restreindre ses mouvements. Le monstre lance la première attaque, mais Giffon est plus rapide et porte le premier coup d'épée. Cependant, le coup n'a que peu d'effet, le forçant à battre en retraite. Alors que le roi des zombies continue d'attaquer sans relâche, il est contraint de reculer sans cesse, réalisant que le monstre possède une force écrasante et qu'un affrontement direct ne vaut pas la peine. Pour cette raison, il se déplace ailleurs et maintient une distance d'un demi-pas. Le zombie tente de le frapper, mais il esquive, déclare que c'est là le territoire d'un guerrier, et se prépare à porter le coup de grâce. Le roi des cadavres attend tout simplement et bloque le coup d'épée avec sa main. Le MC est surpris car le monstre a anticipé son attaque. Pire encore, il commence à émettre une puissance si intense qu'elle force Xifen à reculer davantage, sentant que quelque chose de terrible se prépare et qu'il doit d'abord se cacher. Il trouve cela étrange,
car le monstre l'avait pourchassé de si près pour soudainement agir comme s'il était aveugle. Sans pour autant comprendre la situation, il fouille la pièce dans laquelle il est entré jusqu'à ce que, surgissant de nulle part, le roi des cadavres n'apparaisse en fracassant le mur. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, car il avait quitté le champ de vision du monstre et a tout de même été repéré. Dès qu'il dit cela, un zombie l'attaque par derrière, mais il est abattu d'un seul coup. Une fois de plus, le roi des cadavres se retrouve désorienté, regardant dans toutes les directions. Le MC commence à comprendre pourquoi le monstre semble parfois avoir des yeux, et d'autres fois semble aveugle. En fait, les infectés agissent comme ses yeux. Si tel est le cas, il décide qu'il va d'abord éliminer tous les yeux du monstre. Il commence à tuer tous ceux qui se trouvent devant lui, limitant ainsi la vision du roi des cadavres. Il se sent plus soulagé d'avoir réussi à altérer la vue de l'ennemi. Le soleil commence à se lever, et soudain, l'eau se met à déborder de chaque robinet. Cela rend Xifen confus jusqu'à ce que les professionnels se mettent à fuir devant plusieurs zombies, et que les eaux inondant la zone donnent naissance à de nouveaux monstres. Il comprend enfin que les zombies du donjon n'ont pas été créés à partir de rien. Ils utilisent tout le système d'égout du bâtiment pour créer continuellement des zombies. Pas étonnant que les eaux soient absurdement chères. Cela n'a absolument rien à voir avec un manque de ressources. La situation oblige les joueurs à toucher les os usés et, finalement, à se transformer en zombies. Pour cette raison, il leur demande à tous les deux si les appareils électriques du bâtiment peuvent encore être utilisés. Ils répondent que oui, puisque les lumières des pièces sont toujours allumées. Il explique qu'il a découvert la clé pour résoudre la situation et qu'il enverra définitivement le roi des cadavres à sa perte. Il sait qu'il y a de l'électricité car les ascenseurs fonctionnent encore. Il court alors, convaincu qu'il trouvera un moyen de terminer le donjon. Tout d'abord, le roi des cadavres dépend des zombies ordinaires pour repérer le terrain devant lui. Et s'il parvient à attirer le boss dans la cage d'ascenseur, le résultat sera intéressant à voir. Le gablon lui demande s'il s'enfuit, car s'il n'avait pas provoqué le boss plus tôt, il ne serait pas en danger. Le protagoniste lui dit de rester loin des os usés s'il veut rester en vie et court dans cette direction pour attirer le roi zombie. Il se précipite dans l'ascenseur, et le monstre se rapproche de plus en plus avec sa vitesse fulgurante. Cependant, la porte se ferme plus vite, et il active l'ascenseur pour monter. Il fait ensuite un trou dans le plafond car il est maintenant temps de contre-attaquer. Pendant que l'ascenseur monte, le roi zombie détruit la porte, et le protagoniste trouve génial que ce stupide monstre est mordu à l'hameçon. Il décide de se cacher dans l'espace entre l'ascenseur et le mur pour jouer un petit peu à cache-cache. Cependant, il sait qu'il doit grimper vite, sinon le roi des cadavres l'attrapera. Il y a aussi 2 plateformes, et il se demande sur laquelle il vaudrait mieux se cacher, jusqu'à ce qu'il prenne enfin sa décision, car l'une des cabines d'ascenseur est déjà endommagée et sur le point de s'effondrer, soutenue par seulement 2 câbles. S'il parvient à faire sauter le monstre dessus, il perdra certainement l'équilibre. Il jette une pierre pour attirer l'attention du monstre aveugle, et le roi des cadavres bondit immédiatement vers le bruit. Il atteint la plateforme, et le protagoniste, sans hésiter, coupe le câble de l'ascenseur, faisant perdre l'équilibre au monstre. Xifen profite de l'occasion pour bondir lui aussi, assénant un coup puissant directement sur la poitrine du monstre, le faisant rugir sauvagement. Cependant, avant de tomber, il réussit à s'agripper à l'un des câbles et se prépare à contre-attaquer. Le protagoniste qui s'attendait déjà à quelque chose comme ça, esquive simplement et déclare que cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Ensuite, avec son coup de taille le plus puissant, il achève le roi des cadavres en coupant son corps en 2. Il se sent soulagé d'avoir gagné, et les professionnels semblent incapables de croire qu'il ait vraiment vaincu le boss tout seul. Cependant, Xifen commence à trouver ça étrange, car ils avaient toujours considéré ce monstre comme le boss, et pourtant aucune notification n'est apparue pour indiquer qu'il avait terminé le niveau. Un bruit résonne depuis le haut de la cage d'ascenseur, et il voit d'innombrables zombies tomber vers eux. Le MC est surpris, et le gars blond, déjà désespéré, crie pour savoir ce qui se passe, car ces monstres étaient déjà morts. Les zombies continuent d'essayer de l'attraper, et le protagoniste réalise que tuer le roi des cadavres ne signifie pas que la partie est terminée. Il repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, aux os usés, aux zombies apparaissant partout, et au roi des cadavres lui-même. Après y avoir réfléchi, il conclut que la véritable cause de la mutation des zombies se trouve à la source des os usés. Le protagoniste leur dit à tous les deux de partir, car il ira sous terre tout seul. Ensuite, après avoir marché pendant un long moment, il arrive dans un endroit complètement recouvert de racines. Comme il s'y attendait, cet endroit abrite en fait le véritable boss. Et maintenant, il est certain que s'il le bête, il terminera le donjon à la perfection. Il est convaincu que tant qu'il battra ce monstre, il finira le donjon avec une réussite totale. Le véritable boss lance sa première attaque, et bien qu'il l'esquive, Xifen réalise que la pièce se remplit de zombies, et que, maintenant pris en tenaille, il doit trouver une ouverture pour s'approcher. Il court tout en esquivant le tentacule qui l'attaque et réalise que son espace de fuite se réduit. Le tentacule réussit à attraper son pied et le jette vers les zombies. Xifen s'inquiète et commence à tout trancher pour se libérer. Il sait que si cela continue, il sera acculé tôt ou tard. Par conséquent, il doit trouver un moyen de briser la barrière le plus rapidement possible, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarque quelque chose dans la pièce. C'est un boîtier de distribution électrique,
Et sa plus grande surprise est qu'il y a encore de l'électricité. Puisque ce monstre utilise les égouts et les racines comme ses propres vaisseaux sanguins, ces vaisseaux peuvent aussi être utilisés pour le tuer. Avec cela en tête, il s'avance vers le boîtier de distribution tout en provoquant le monstre, et lorsqu'il voit les racines se diriger vers lui, il a la confirmation qu'il a mordu à l'hameçon. Il bloque l'attaque et attrape les fils électriques en même temps, puis sans hésiter, jette le fil entièrement électrifié contre les racines du monstre, faisant hurler le boss à l'agonie pendant que même les zombies sont électrocutés. En conséquence, le noyau du boss est exposé, et le protagoniste décide qu'il est temps d'en finir. Il charge en avant et coupe ce qu'il reste du boss en deux. La destruction du monstre se fait ressentir même à l'extérieur du bâtiment, et avec ce coup de grâce, il disparaît complètement. Le système le félicite d'avoir terminé le donjon du cataclysme et l'informe que les récompenses sont en cours de calcul. Un coffre épique et 2 coffres rares apparaissent devant lui, et le protagoniste demande aux 2 survivants de choisir en premier. De Jong est fasciné par l'incroyable coffre qui est apparu, tandis que Jifan pense seulement qu'il ne peut révéler à personne sa capacité secrète de choisir des récompenses via le système. Une notification les avertit qu'ils seront renvoyés à l'extérieur après avoir récupéré leurs récompenses, et le garçon blond court vers le coffre épique. Mais il ressent bientôt une intention meurtrière dirigée contre lui. Le garçon change immédiatement de coffre et décide que ceux de qualité inférieure sont plus adaptés à la situation. Le protagoniste dit que puisqu'ils sont tous les deux si polis, il prendra le coffre épique. Il peut choisir jusqu'à 3 récompenses. De plus, on l'informe qu'il est le premier joueur à terminer parfaitement le donjon du cataclysme de niveau 5, les récompenses spéciales seront donc recalculées. Il peut aussi choisir d'échanger les récompenses normales contre des récompenses cachées, et le coffre affiche toutes les options disponibles. Il obtient le mousquet du jugement sacré et il lui reste encore 2 choix. Les 2 autres pièces d'équipement sont la corne étoilée de la cicatrice du vent et le bâton étoilé en mithril. Le système lui demande s'il veut faire l'échange, et il sélectionne oui. Dans tous les cas, un guerrier n'utiliserait pas les 3 objets, et le mousquet sera probablement suffisant pour payer sa dette. Bien que les autres pièces d'équipement soient précieuses, il veut voir les récompenses cachées. Il pense au roi des cadavres, qui peut voir à travers les zombies ordinaires, et à la plante mère, qui peut contrôler les autres, et se dit que ce serait génial d'obtenir ces 2 capacités. Pendant qu'il y pense, une notification l'informe qu'il a acquis de nouvelles capacités. Les capacités en question sont la vision partagée du roi des cadavres et le contrôle de conscience de la plante mère. Le protagoniste commence à réfléchir à tout cela car, logiquement, les récompenses de mission auraient dû être fixées dès le début, y compris les récompenses cachées. Cependant, à ce moment-là, c'est comme si le système avait entendu ce qu'il a dit et lui avait transféré les capacités correspondantes, les affichant même à l'écran. Il a aussi l'impression que quelque chose l'observe par derrière. Il regarde spécifiquement vers la cabine du générateur et remarque un symbole étrange. Cela l'amène à conclure que les créatures de la zone grise n'existent généralement qu'à la surface et n'entrent pas dans les donjons, ce qui signifie que la plante mère a été placée là exprès, sans l'ombre d'un doute. Il fait le lien avec le fait qu'il ait obtenu ses capacités et considère que la zone grise elle-même a peut-être aussi été créée artificiellement. Maintenant qu'il a trouvé cet indice, il est convaincu qu'il découvrira la vérité qui se cache derrière. En terminant le donjon à la perfection, il a obtenu le mousquet de grade légendaire, 2 capacités, et assez d'expérience pour atteindre le niveau 4. Il ouvre sa fenêtre de statut et apprécie ce qu'il y voit. Puisque sa technique d'épée basique est maintenant au niveau 4 et que ses capacités précédentes ont évolué au niveau 2. Il sort son téléphone pour vérifier les prix du marché et remarque que l'arme légendaire de donjon qu'il a mise aux enchères a déjà reçu plusieurs offres, atteignant 3 millions, ce qui la rend encore plus rare qu'il ne l'imaginait. L'offre la plus élevée a actuellement atteint 3 600 000, et l'acheteur demande une transaction en personne. Il accepte la requête car il a maintenant atteint le niveau 4 et possède une pièce d'équipement légendaire et 2 nouvelles capacités, bien que cela ne soit toujours pas suffisant pour gagner de l'argent et rembourser toutes ses dettes. Peu de temps après, il se rend au centre d'échange des professionnels et, en entrant, échange son équipement contre de l'argent. Cette fois, il reçoit l'argent correctement et a maintenant 5 millions. L'acheteur commente qu'il a entendu dire que Jifin est un guerrier de bas niveau qui a encore une fois vendu un objet de grande valeur et qu'apparemment, il a compris de qui il s'agissait. Le protagoniste demande s'il est là pour acheter quelque chose ou simplement pour fouiner dans les affaires des autres. L'homme l'avertit que cette marchandise n'aurait jamais dû tomber entre ses mains en premier lieu, et Jifin lui dit de se mêler de ses affaires au lieu de s'ingérer dans la vie des autres. Après avoir dit cela, il s'en va. Une fois sa dette remboursée, il ne lui reste plus que 2 cents, et il se fâche parce qu'il va devoir vivre avec un budget serré pendant un certain temps. Mais au moins, la dette a enfin été payée. Il remarque que plusieurs personnes le suivent et il s'attendait déjà à quelque chose comme ça, car l'homme à moustache avait tout l'air de quelqu'un qui enverrait des gens à ses trousses. Les gardes gardent les yeux sur lui tout le temps, mais après qu'ils soient entrés dans une ruelle, ils perdent tout simplement leur cible de vue. Le protagoniste, debout sur le toit d'un bâtiment, observe les 2 idiots et conclut qu'un guerrier de bas niveau qui obtient constamment des équipements de premier ordre à vendre va sans aucun doute attirer beaucoup d'attention. Lorsqu'il se retourne, il remarque une publicité du bureau de l'administration de la zone grise, l'organisation responsable de la gestion des incidents dans la zone grise, indiquant qu'il recrute des professionnels pour du travail rémunéré.
Il considère cela comme l'occasion parfaite car avec le statut de contractant externe pour l'administration, personne ne se souciera de l'origine de son équipement. Avec cela en tête, il se dirige vers le hall de l'administration de la zone grise et dit à la réceptionniste qu'il veut connaître la procédure pour accepter des emplois externalisés très bien rémunérés. Elle lui demande de fournir ces informations et remarque qu'il est un guerrier de niveau 4. Les gens autour de lui commencent à rire car un fou furieux d'un niveau si bas ose accepter des missions rémunérées. Et si les exigences étaient vraiment si basses, il n'y aurait pas de pénurie de prestataires de services. Cependant, le directeur adjoint apparaît et ordonne à tout le monde de se taire car il veut savoir d'où vient toute cette agitation. La réceptionniste explique que le guerrier de niveau 4 veut accepter un travail externalisé. Liu Shin dit qu'il ne perdra même pas son temps avec ça, car la zone grise a été stable récemment, et il ne manque pas de personnel. Le protagoniste trouve cela amusant car Liu Shin parle trop vite, et il fait remarquer qu'une épidémie se produira certainement près de la place ce même jour. Le directeur adjoint demande s'il comprend la gravité de ce qu'il dit, et le protagoniste, conscient qu'il ne voudra pas le croire, lui dit simplement au revoir et lui précise que lorsque l'alarme sonnera, il pourra l'appeler pour poser des questions, mais le prix ne sera plus le même. Liu Shin ne comprend pas tout ce mystère. Le protagoniste se rend sur la place, pensant qu'après avoir découvert que les zones grises pouvaient être créées artificiellement, il a réexaminé tous les incidents récents. Les petites zones ont plus de chances d'apparaître dans des lieux publics très fréquentés. Les instances à grande échelle ont tendance à émerger près de zones grises découvertes précédemment, et la suite des récents événements montre une concentration de zones autour de la place se déplaçant vers le centre. Il s'assoit donc, convaincu qu'il est presque l'heure que cet événement se produise. À cet instant, plusieurs alarmes se déclenchent, annonçant qu'une nouvelle zone grise est apparue près de la place et qu'ils sont en état d'urgence. Le directeur adjoint trouve la situation absurde, et le MC, ravi d'avoir vu juste, pense que certains vont désespérément vouloir qu'ils reviennent accepter leurs missions externalisées. Le brouillard commence à ravager la zone, et tout le monde s'enfuit en hurlant à l'aide alors qu'un monstre totalement grotesque apparaît et attaque. L'un d'eux est capturé, et les racines immobilisent complètement son corps. Au même moment, la police arrive, et Shuwei déclare qu'ils doivent prioriser le sauvetage des civils. Les policiers se préparent et ouvrent le feu sur le monstre. Et pendant qu'il est distrait à bloquer les balles, l'un des officiers professionnels s'avance par derrière pour atteindre l'otage. Cependant, il réalise qu'il est déjà trop tard car ses racines ont totalement envahi le corps de l'homme. Il signale que l'otage a probablement été tué, bien qu'il n'en soit pas certain, et elle précise clairement qu'ils ne peuvent pas s'approcher de ses racines et que seules les attaques à distance fonctionnent. L'officier prévient qu'ils sont à court de munitions, et Shuwei signale à son supérieur que les lianes de sang sur la place ne peuvent être attaquées qu'à distance et que leur puissance de feu actuelle est insuffisante. Il réfléchit à ce qu'ils pourraient faire et répond qu'ils doivent repousser le monstre. Et si le MC apparaît, ils doivent le retenir sur la place à tout prix car il veut lui parler personnellement. Elle a à peine entendu qu'un éclair de lumière passe à côté d'elle. C'est Gifan, tranchant toutes les lianes devant lui. Les officiers expriment leur surprise, car leur balle spéciale égratignait à peine l'écorce des lianes, alors que cette épée les a tranchées d'un seul coup. Elle s'approche du MC, lui demande qui il est, et lui dit que c'est dangereux et qu'il va interférer avec le département des zones grises. Il demande si elle peut tenir jusqu'à l'arrivée des renforts principaux et, tout en étant attaqué par la liane, parvient à parer chaque coup en affirmant qu'il est la seule personne ici capable de gérer cette instance de brouillard gris. Elle ne comprend pas de quelles absurdités il parle, et il précise que son aide est soumise à une condition, car cette mission de sauvetage coûtera 1 million. De plus, ils devront par la suite l'inclure sur la liste officielle des professionnels externes avec le taux de rémunération le plus élevé. À la radio, le directeur adjoint prévient que le monstre est au moins de niveau 8 et que sauver les gens nécessiterait au moins une équipe complète. Il veut donc savoir si le MC en assumera les conséquences s'il échoue. Il remarque qu'il s'adresse enfin à un supérieur, mais réalise qu'ils ne lui font toujours pas confiance. Malgré cela, il dit que ça lui va, car s'il échoue, il pourra payer de sa vie. D'un autre côté, s'il réussit, il ne voudra pas seulement de l'argent, car il devra être respectueusement invité à rejoindre le bureau. Le directeur adjoint trouve cela absurde, mais à cet instant, une petite fille est capturée par la liane, et le MC la voit se faire emporter. Il se dit qu'il avait déjà senti que quelque chose n'allait pas, car le monstre n'aurait pas dû réagir simplement en voyant des gens. C'était plutôt comme si quelqu'un était entré dans son champ de détection. Il l'a d'ailleurs testé et a acquis la certitude que quelque chose bougeait sous terre. Ainsi, la première fois qu'il a agi, il a utilisé l'art de contrôler le vent et a essayé de se déplacer aussi délicatement que possible. Il part la sauver malgré tout et utilise sa vision partagée. Comme prévu, des monstres se déplacent sous terre. Les lianes de sang flétries ne détectent pas les ennemis en approche par la vue, mais par les vibrations ressenties par leurs racines. Il s'élance pour les trancher en premier, et une fois assez proche, frappe dans toutes les directions possibles, sauvant la fillette. Ensuite, il passe à l'étape suivante et sauve tous les autres otages capturés tout en anéantissant complètement le monstre. Effrayée, la petite fille court vers sa mère, et l'officier demande si le MC est vraiment un soldat, car il a rendu cela beaucoup trop facile. Pendant ce temps, le directeur adjoint reste silencieux, venant d'observer tout ce qui s'est passé sur la place, et Gifan déclare qu'il est temps pour l'administration de remplir sa part du marché.
Il souligne une fois de plus qu'il est temps pour eux de tenir leurs promesses, et Shuwei donne la permission à l'officier qui s'approche du MC et lui remet une carte contenant 1 million. L'administration l'ajoute également à la liste officielle des professionnels externes avec le taux de rémunération le plus élevé. Il se sent soulagé car il pourra désormais explorer les donjons plus facilement. Puis, il annonce qu'il s'en va et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à appeler. Mais la fille lui demande de patienter et l'interroge sur la façon dont il était au courant de la crise à l'avance, vu que les zones grises apparaissent sans aucun schéma. Il révèle que la zone grise a été créée artificiellement et que l'administration a probablement déjà commencé à s'en douter aussi. Après tout, quelqu'un orchestre leurs apparitions. Par conséquent, ce n'est pas le fruit du hasard. Et il leur conseille de relier les événements passés pour déterminer le prochain emplacement. Cette fois, il part pour de bon. Pendant ce temps, à l'œil de Terminus, le cadre supérieur Lamplighter est réuni avec les autres. Il souligne que l'incident impliquant la liane de sang flétrie aurait dû causer une plus grande panique, mais que quelqu'un l'a rapidement étouffé. À cause de cela, il en conclut qu'une variable s'est infiltrée dans leur plan. Il ouvre son panneau et explique que seules 3 personnes ont été considérées comme liées à l'incident de la liane et répondaient aux critères. C'est pourquoi, pour identifier la véritable variable, la méthode la plus sûre est de forcer ces 3 personnes à entrer dans le même donjon, mais il serait difficile de les faire coopérer sans raison. Cela dit, il conclut en révélant que le piège a déjà été préparé. Quelque temps plus tard, le MC termine un autre travail. Peu après son départ, il remarque que l'anneau de communication de l'administration sonne. C'est Shuwei, l'informant qu'une zone grise de taille moyenne est apparue près de la 6e école primaire et qu'il doit se dépêcher. Il dit que c'est d'accord et se dirige vers les lieux. En chemin, il pense aux petits monstres des zones grises, car ils lancent constamment des attaques surprises mais sont faciles à gérer. Les zones de taille moyenne sont plus problématiques, et si les récompenses sont élevées, elles affecteront directement la zone environnante. Arrivé à l'endroit désigné, la fille présente Yao comme le responsable du département de soutien et de traitement. L'homme déclare avoir beaucoup entendu parler de Zifan, puisqu'il est le puissant guerrier qui a résolu l'incident de la liane de sang. Shuwei leur dit d'arrêter de perdre du temps avec des bavardages inutiles, car la situation est complexe et des membres d'équipe ordinaires ne seraient qu'un fardeau. C'est pourquoi seuls les 3 membres d'élite ont été recrutés. Ils se tiennent devant le brouillard dense, qui se propage même à travers tout le pâté de maison. À cet instant, quelqu'un émerge du brouillard. Jifin sait qu'ils sont membres de la guilde des intercepteurs. Ils envoient souvent des gens dans les donjons pour obtenir de l'équipement. Le capitaine ordonne à l'homme de partir car il n'a pas l'autorisation. L'homme explique que les zones de taille moyenne sont celles qui ont le plus de chances de fournir des drops d'objets fixes et que, naturellement, il veut les réclamer en premier. Elle lui dit de ne pas agir avec autant d'insouciance car cela pourrait se propager dans toute la ville. Le type arrogant ne veut rien entendre des bêtises de l'administration et affirme que tous ces gens sont des incapables. La fille commence à devenir furieuse jusqu'à ce que Jifin lui attrape le bras et lui demande de se calmer, puisqu'ils peuvent d'abord voir de quoi ce type est capable. Après tout, s'il parvient à s'occuper des monstres, il épargnera simplement les forces de l'administration. Cependant, si les choses tournent mal, la prime et la gloire leur reviendront entièrement puisque le type sera mort. Cela rend le fou furieux car il traîne le nom de la guilde des intercepteurs dans la boue, et le MC fait simplement remarquer que s'il est vraiment capable, alors il ne les empêchera pas. Le type fait sa première démonstration et commence à tuer les monstres géants. Au début, il pensait que ce serait difficile, mais il réalise qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Il en profite même pour frimer car, dans son esprit, la guilde est plus puissante que l'administration. Cependant, il trouve étrange qu'aucun équipement ne tombe et remarque également que la zone grise a disparu. Pour empirer les choses, une épaisse brume noire ramène le monstre à la vie, et ce dernier s'échappe rapidement par une ruelle. Le type n'arrive tout simplement pas à croire que cela ait pu se produire, car sa guilde dominait la bataille. Jifin s'approche de lui et dit à cette ordure de s'écarter parce qu'ils n'ont fait que faire perdre leur temps à tout le monde, et que maintenant, il va lui montrer comment éliminer un vrai monstre. Le monstre, accompagné de la brume, commence à se déplacer à travers la ville, sautant de bâtiment en bâtiment jusqu'à ce qu'il repère un petit garçon dans la rue et se dirige vers lui pour le dévorer. Cependant, Jifin arrive à temps, sauve le garçon et lui dit de s'éloigner rapidement car la zone est dangereuse. Sans perdre de temps, l'enfant le remercie et court se fondre dans la foule. Le MC bloque la première attaque du monstre puis fonce se rapprocher car il essaie de frapper différentes parties du corps de la créature. Cependant, au milieu de tout cela, il remarque quelque chose de bizarre, car il a frappé à la fois la carapace et l'abdomen, et même les pattes avant semblent exactement identiques. Étrangement, le monstre n'est pas agile dans ses mouvements. Sa carapace n'est pas indestructible, et il n'évite pas que ses points vitaux soient touchés pendant le combat. Son premier soupçon est que ce monstre n'est pas vraiment un être vivant. La créature attaque à nouveau, et il la bloque avec son épée avant de déclencher une puissante attaque qui l'envoie valser. Il trouve la situation embarrassante, mais sa mission principale est d'évacuer les civils en premier lieu. C'est pourquoi il ordonne à son équipe de disperser la foule, et il commence à coordonner tout le monde, en priorisant les blessés pour qu'ils puissent recevoir un traitement en premier. La guilde des intercepteurs profite du fait que l'administration est occupée et voit cela comme leur chance de porter le coup final au monstre. Shuwei réalise qu'ils sont fous puisque les étudiants n'ont même pas encore été évacués. Mais le type se moque de sauver des gens,
car celui qui porte le coup fatal recevra la récompense. Il attaque donc de toutes ses forces pendant que le monstre repose sans défense au sol. Après l'avoir fait, il célèbre, croyant que la récompense leur appartient désormais. Cependant, une fois de plus, la créature libère une brume étrange, cette fois verte, terrifiant le groupe car la tête du monstre a été écrasée et il revient pourtant à la vie. Giffin s'approche et dit que ce type s'est encore fait avoir par le monstre, et qu'il n'apprend visiblement jamais de ses erreurs. La créature déploie une liane grise qui avance sur le sol vers lui, mais Giffin lève simplement son épée et la plante dans la terre. Il dévie ensuite toutes les attaques qui viennent vers lui. Peu après, le groupe remarque que le monstre a tout bonnement disparu, et notre héros en conclut que ce scarabée n'est pas réel. C'est un corps composé d'innombrables minuscules scarabées. Plutôt qu'un insecte caché dans une carapace, c'est comme si ces insectes formaient eux-mêmes la carapace. Dès que la carapace se brise, il s'éparpille et fuit. Quand il trouve une proie plus faible, il se regroupe et forme un nouveau scarabée géant. Puisqu'il a besoin de savoir où vont ces créatures, il utilise sa vision partagée. Ce pouvoir le connecte aux animaux des environs, lui permettant de découvrir où se cache la plus petite créature, car c'est clairement l'insecte commandant qui dirige l'essaim. Ayant cela en tête, il s'approche du fou et tranche le scarabée d'un coup qui traverse les cheveux du type, le laissant terrifié car il est maintenant presque chauve. Cependant, l'attaque élimine le chef, et l'essaim commence à perdre tout contrôle. Le protagoniste prévient qu'aucun d'eux ne s'en sortira vivant.